L'autre est formel, c'est lui qu'on cherchait, mais l'autre, il est là-bas par accident, mais il était toujours là-bas quand j'y étais. Et c'est une prison pléthorique. 400, conçue pour 400 personnes. Il y a plus de 5000 aujourd'hui qui sont dans cette prison. Et malheureusement, le mandat est devenu comme des cacahuètes. On délivre n'importe comment. Et c'est pour cela que j'ai dit, et je le répète, c'est dangereux. Il faut qu'on enlève le mandat à un seul homme. C'est extrêmement dangereux parce que facilement, un individu avec trop de pouvoir peut en abuser. Et souvent, on en rencontre très souvent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que les réformes corrigent. Et il faut créer un collège de juges des libertés et des détentions et enlever ce pouvoir à un seul homme. Pour que désormais, quand on doit envoyer quelqu'un en prison, qu'il y ait un collège de juges qui statue, qui regarde si c'est fondé, qui écoute. Parce que très souvent, on envoie les gens sans les écouter. Très souvent. Très souvent. Et ça, c'est extrêmement dangereux. L'endroit était mouroir. Moi, j'y étais le 4, le 5. Chaque jour, il y avait un mort. Chaque jour, on sortait mort. Il y a un jeune qui est arrivé le 4. Moi, je suis arrivé le 5. J'ai croisé le 4. Vous vous rappelez le mois? Le 4 juin. Okay. Lui, il est arrivé le 4 juin. Moi, je suis arrivé le 5 juin. Il est arrivé le 4, le 5, le 6, le 7, le 9. Il est décédé en prison. Il avait fait une opération d'appendicite qui n'a pas réussi. En principe, il devrait reprendre. Entre-temps, on lui colle les mandats. Il arrive en prison avec une appendicite, enfin, une opération non réussie. Il criait chaque soir de douleur. Et 5 jours après, il décède et on vient chercher son corps. Quand on sortait son corps, j'étais là. Et figurez-vous, des situations comme ça, c'est pénible. Et quand on voit des gens qui sont là-bas, enfin, des hauts cadres. Moi, je dormais avec quelqu'un au premier cabinet. Kader Maïga disait qu'ils étaient 3 sur un matelas de 2 places. Moi, j'étais avec quelqu'un sur un matelas d'1 place. Et on dormait, et il y a d'autres qui ne dormaient pas, qui attendaient. Dès que tu te lèves pour aller te brosser, le temps que tu retournes, tu viens trouver qu'il y a quelqu'un qui est à ta place pour dormir parce qu'il a passé toute la nuit debout. Et quand il pleut, c'est encore pire. Et ces conditions sont des conditions inhumaines où malheureusement, il y a plus de 3000 personnes qui y sont, qui ne sont jamais jugées. Et moi, j'ai dit, il faut qu'on regarde ça. Pour moi, ces prisons, il faut envoyer les plus grands criminels. Des gens qui ont tué, des gens qui ont violé, des gens pris en flagrant délit, ou des gens vraiment où leur culpabilité ne souffre d'aucun doute. Ce sont ces gens qu'il faut envoyer là-bas. Mais les innocents qui sont là-bas, des gens sur des simples soupçons ou sur des simples accusations qui sont là-bas, ils ne méritent pas d'être là-bas. Il faut les libérer. Okay. Vous avez l'habitude d'être très dur, et des critiques souvent très acerbes à l'endroit de la justice. Vous avez même l'habitude de dire, je vous cite, magistrat ou juge qui ne respecte pas la loi est un délinquant. Est-ce que ce soir, vous le réaffirmez? Ce soir, je dirais qu'un magistrat qui ne respecte pas la loi est un potentiel criminel. Parce que c'est criminel d'envoyer un innocent en prison. C'est criminel. Vous créez un autre. Vous créez en cet innocent un homme capable de commettre des crimes demain, qui va se venger, qui ne comprendra jamais pourquoi lui, innocent, on l'a envoyé. Donc, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne suis pas le seul. Okay. Daniel Tessougué, paix à son âme, l'a dit. Il l'a dit dans les mêmes termes. Et d'autres magistrats l'ont dit. Ce qui crée les magistrats, c'est la loi. C'est la loi qui crée les magistrats. Un magistrat qui ne respecte pas cette loi, naturellement, il devient un délinquant. Et je suis appuyé de cela par plusieurs magistrats qui ont confirmé, qui me l'ont confirmé, qui m'ont dit, Monsieur Ba, tu n'as fait aucun outrage à un magistrat. Au contraire, tout ce que tu as dit, c'est la réalité. Aujourd'hui, il faut qu'on pense à la refondation totale. C'est pour cela que je remercie ces réformes constitutionnelles qui prévoient dans le Conseil supérieur de la magistrature de moitié des gens qui ne sont pas des magistrats pour pouvoir prendre des sanctions contre certains magistrats. Je suis sûr que si des magistrats étaient envoyés en prison, ah mon Dieu, les prisons, on fera très attention avant d'envoyer quelqu'un en prison.
on fera extrêmement attention. Vous pensez que ce n'est pas le cas. Ils ne connaissent pas la réalité de la prison, c'est ce que vous êtes en train de dire. Certainement. Okay. Quelqu'un qui connaît les réalités. Est-ce que vous êtes fier, vous êtes fier du service public de la justice Somalie? Est-ce que vous êtes fier? J'ai l'habitude de le dire aussi. C'est par euphémisme parfois qu'on dit on fait confiance à la justice. Je suis sûr, vous-même, si on se retrouve dehors, je vous dis, Mohamed, est-ce que vous faites confiance? Vous allez hésiter. Dans le contexte actuel, c'est difficile. Surtout quand tu sais que tu n'as rien fait et on t'envoie. Moi, aujourd'hui, je suis encore réconforté dans ma position initiale. Quand je disais, il faut qu'on regarde ça. C'est comme un policier à qui on donne une arme, on lui dit, quand tu doutes de quelqu'un, il faut le fusiller. C'est la même chose. Seulement là-bas, lui, il cause la mort physique humaine. Oui. Mais l'autre, il détruit vraiment la dignité de la personne. Et parfois, la dignité est plus chère à l'homme que sa vie. Donc, c'est une arme qu'il faut que nos camarades de magistrats regardent et réfléchissent. Et j'ai l'habitude de le dire, qu'ils aillent lire le sermon de Modibo Keïta lors de la rentrée judiciaire. C'est très instructif. Et je pense que tout magistrat qui écoute, qui lit ça, il fera extrêmement attention au mandat de dépôt. Le mandat est une exception. Et parlant même de l'indépendance de la justice, de mon fort intérieur, le juge il est indépendant des pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mais il n'est pas indépendant du peuple. La justice est rendue au nom du peuple et pour le peuple. Quand tous les peuples commencent à dire attention, on ne se reconnaît plus, mais il est rendu au nom de ce peuple. Et ce peuple veut dire bon, on ne veut plus de ça. On va retourner au Cadi ou ailleurs. Donc, il faut qu'on fasse attention. À ce niveau, c'est extrêmement sensible. Et je pense que c'est nous qui pouvons en parler. Et je leur demande humblement qu'ils nous laissent en parler pour qu'ils puissent se corriger. Parce que si personne ne peut en parler, mais là, ça va laisser libre cours à des abus, à des choses qui ne pourront jamais être redressées. D'accord, on va suivre cette actualité. Mais aujourd'hui, la question des libertés, voilà. Ils sont nombreux qui estiment que les libertés aujourd'hui sont menacées, toutes les libertés, liberté d'expression et puis aujourd'hui liberté même de réflexion, dans le pays où on veut amener tout le monde à être dans un système de pensée unique. Est-ce que ça vous inquiète, vous, le syndicaliste, qui est souvent peut-être jaloux de sa liberté de ton? Bon, ça a arrêté de m'inquiéter depuis avant-hier, quand j'ai écouté le Premier ministre dire que quand on est au pouvoir, on peut être critiqué. Quand on ne veut pas être critiqué, on va au champ. Alors qu'il s'apprête, il va essuyer beaucoup de critiques. Et c'est normal. Maintenant, par rapport aux libertés fondamentales, je vais tout vous dire. En réalité, au sein même de notre centrale, je ne suis pas là au nom de l'INTM, mais à l'INTM, le débat a été posé. Et à l'unanimité, on a dit, nous sommes les garants des libertés fondamentales. On peut tout accepter, sauf des atteintes aux libertés fondamentales. C'est la ligne rouge que nous nous sommes tracés au sein de l'INTM. Et je pense que c'est nécessaire. Je vais au-delà. Moi, je pense que si tous les travailleurs, à l'unanimité, on se donne la main, il n'y aura plus de coup d'État dans ce pays. On fera comme la Turquie. On mettra fin à toute forme de prise de pouvoir par la force, y compris contre la transition. Pourquoi pas? Et qu'on aille vers des élections paisibles, transparentes. Mais aller encore à l'aventure, nous devrons prendre conscience parce que toutes les fois où il y a eu des coups d'État, les premiers à être touchés, ce sont les travailleurs. Le jour où nous tous nous donnerons la main pour atteindre Erdogan, l'armée turque, nul n'est censé ignorer que c'est la plus grande puissance militaire. Mais quand ils voulaient aller cueillir Erdogan, ce sont les travailleurs qui se sont couchés sur le goudron pour dire ça ne se passera pas, nous vivants, vous allez marcher sur nos corps. On est allé les cueillir comme des fruits mûrs et on les a mis en prison. Donc la même chose, la puissance des travailleurs unis, réunis, c'est ça qui peut sauver le pays. C'est ça qui peut sauver la démocratie. C'est ça qui peut sauver les autorités s'ils se comportent bien. Et c'est ça qui peut même empêcher la mauvaise gouvernance. Et qu'on les dénonce, qu'on ait le courage de les dénoncer. Quel est justement votre regard sur la société civile? Est-ce que pour vous, on a une société civile qui peut véritablement impacter ou qui peut jouer un rôle de contre-pouvoir? Aujourd'hui, à mon humble avis, il n'y a que les syndicats qui peuvent jouer le rôle de contre-pouvoir. Il n'y a plus de société civile proprement dite qui peut s'assumer aujourd'hui, qui peut réunir même des gens.
Parce que les sociétés civiles se sont compromis avec les partis politiques. On ne savait plus qui était association, société civile et partis politiques. C'était un pêle-mêle. Et aujourd'hui, les partis politiques, vous voyez aujourd'hui, il n'y a plus de partis politiques. Parce que quelque part, des hommes ont failli. Et aujourd'hui, l'alternative, ce sont les syndicats. Et il faut que nous préservons le monde syndical pour que ce soit une force vraiment permettant de créer un certain équilibre. Et ça, c'est ma conviction. Oui, certains Maliens trouvent que vous critiquez très souvent le Premier ministre, le style du Premier ministre, le docteur Choguel Kalamega, mais très rarement vous parlez du président. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un procès d'intention? Non, ça n'a rien à voir. Le président de la transition, il n'a jamais à diriger ce pays. Il n'a jamais géré ce pays. Vous le dites, c'est quand même grave ce que vous dites. Il n'avait jamais géré ce pays. Il n'avait jamais géré le pays. Je parle de ça. Il n'avait jamais eu à gérer ce pays. Oui, Le Premier ministre qui insulte les partis politiques, il oublie qu'il est président d'un parti politique, qui insulte les 30 ans de pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus géré les 30 ans que lui, qui insulte même son bienfaiteur, Assimi lui-même. Mais moi, j'ai eu l'occasion de le dire en face. Il m'écoute devant ses conseillers. Et je répète exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, n'oubliez jamais qu'un homme d'honneur se lie par sa parole et un fagot de bois par des lianes. Vous avez eu à trop parler dans ce pays. Et les paroles rattrapent. Avant, on disait verba volant scripta manent. Les verbes s'envolent, les écrits restent. Vous, vos paroles vous rattrapent parce qu'il y a des vidéos, il y a des enregistrements. Le monde a évolué. Quand le soleil ne cachait pas, quand la main ne pouvait pas cacher les rayons du soleil parlant du bilan de Ibekal, ça ressort. Et quand il disait, je l'ai dit sans face, quand vous disiez, monsieur le Premier ministre, que vous n'allez jamais combattre Ibeka, que le combattre, c'est le fragiliser. C'est le fragiliser. Ouais. Vous l'avez combattu après. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? J'ai dit, aujourd'hui, tout ce que vous avez dit avant, ça va vous rattraper un à un. Et tout ce qu'il va dire aujourd'hui va le rattraper demain. Le CNT illégal et illégitime, c'était lui. Et il est allé en courant pour aller présenter son PAG au CNT. Moi, j'ai un défaut. Qu'on insulte l'intelligence de tout un peuple. Vouloir se rendre propre. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, qu'on parle de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Qui a volé la République? Lui, il ne devrait pas être Premier ministre. Pour ce qu'il a eu à faire, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les 700 millions qu'on a dénoncés, ça et là, que Kassoum Tapo a dénoncé, qu'il n'a jamais contredit, que même ses défenseurs, Kader est sorti lors de son émission pour dire qu'il a volé, mais il a remboursé. Lui, il doit même être Premier ministre de la République du Mali. À force de parler, il oublie. Moi, je me dis, il a un problème. Il insulte tout le monde, il s'attaque à tout le monde, il confond, mon humble avis, la place de l'indépendance et donc, la primature. Ok, est-ce que vous êtes en train de dire que le Premier ministre aujourd'hui, véritablement, il n'est pas, pour vous, il ne fédère pas? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il n'a pas l'avis du Premier ministre? Mohamed, je vais vous dire, quand nous l'avons rencontré, il a appelé tout le monde. Oui, quand je suis allé le rencontrer au nom de l'INTM à l'époque, il nous disait qu'il fallait qu'on rentre tous dans le train du changement du Malikoura, que ceux qui ne monteront pas vont le regretter. Et écoutez-le, la dernière sortie, qu'est-ce qu'il disait? Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Donc ces nouveaux ne devraient pas arriver. Il se contredit lui-même. Or, moi j'ai la ferme conviction, je vais dire aujourd'hui pourquoi je défends la transition. Je ne défends pas un homme, je défends la transition. Parce que mon humble avis, la transition n'appartient ni à Assimi, ni au colonel, ni au M5, ni à Choguel. La transition appartient à tous les Maliens. Le jour où ça va s'écrouler sur nous tous. Comme en 2012, 3 régions sont tombées parce qu'on a suivi un bidas qui est venu, un aventurier. La même chose va nous arriver.
ou pire, surtout maintenant, la dynamique vers laquelle nous sommes en train d'aller, surtout maintenant, si on s'amuse à vouloir détruire aujourd'hui la transition, je ne parle pas des hommes qui dirigent, mais la transition, mais on va aller vers une autre aventure. Oui, mais c'est justement le premier pour aller à la transition. Oui. Pour aller à la transition, on est venu nous coopter. Nous, on a refusé le M5. On a dit, nous, on ne va pas à l'aventure. Aujourd'hui, là, c'est eux qui regrettent. Le Premier ministre, pour revenir à lui, il doit parler de tout. On ne peut pas parler de la lutte contre la corruption. Mettre des gens en exil pendant que lui, il est assis, ce n'est pas possible. L'acte du vol, c'est l'acte qui est puni. Ce n'est pas parce qu'il a remboursé. Il a remboursé parce qu'il a été dénoncé. C'est parce que justement, on s'est rendu compte qu'il a pris, qu'il est allé rembourser. Donc lui, normalement, c'est un voleur qui a été pris dans le sac, la main dans le sac, qui est allé rembourser. Et maintenant, parce qu'il a remboursé, on dit qu'il est propre. C'est ce que Kader a dit, Kader Maïga a dit, qu'il a remboursé, non. Donc, parce qu'il a remboursé, il n'est plus un voleur. Ah non. Moi, c'est ce jour que j'ai été conforté à l'idée que ce monsieur, je ne sais pas pourquoi il les garde. Moi, dès lors qu'il y a des gens qui sont sortis pour dénoncer, et puis il sort, il insulte son bienfaiteur. Il l'a dit. Qui est son bienfaiteur? Son bienfaiteur, c'est Assimi. Il l'a insulté quand? Mais même l'autre jour, il disait qu'il fait des fourrages. Mais en réalité, il parlait d'Assimi, on n'est pas dupe. Il pense insulter l'intelligence des gens. Il dit qu'un homme politique n'est pas fait pour faire des fourrages, c'est la corruption, etc. Lui, qu'est-ce qu'il fait de ces 75 millions de souveraineté? C'est lui le voleur en réalité. Parce que les fonds de souveraineté... Est-ce que les termes ne sont pas forts? Pas du tout. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse parler aussi des propos subversifs? Mais je n'en ai pas fait. C'est lui qui a ouvert la boîte à Pandore. Il a dit que quand on est chef d'État, quand on est chef à un certain niveau, on doit accepter d'être critiqué. C'est lui qui l'a dit et c'est pour cela qu'il critique. Donc lui-même, il nous donne l'opportunité de les critiquer. Parce qu'il dit clairement que quand on est chef, ou bien on va dans le champ. Donc tant qu'il est Premier ministre, désormais, nous on peut les critiquer. Et ce n'est pas moi qui dis qu'il est voleur. Je répète ce que les gens ont dit. Dans les émissions, Kassim Tapou l'a dit, d'autres avocats l'ont dit, Batili l'a dit, il n'a jamais contredit. Et ses soutiens, Kader Maïga l'a dit lors d'une émission, pour dire qu'il a remboursé. Il a remboursé quoi? Il a remboursé un bien qu'il n'a pas pris et qu'on ne l'a pas donné. Et c'est quoi la définition d'un vol? C'est prendre un bien qu'on ne t'a pas donné et qui ne t'appartient pas. C'est ce qui s'est passé. Il est allé, il a remboursé. Et rembourser, ça ne veut rien dire. Et c'est pour cela que j'ai dit, on est en train de pousser des gens en exil sur la base des soupçons, alors qu'il y a quelqu'un dans nos pieds, entre nous, c'est affirmé clairement. Oui, on va avancer. Mais quel est justement le bilan aujourd'hui, le bilan du gouvernement? On va parler de la transition et puis du bilan général. Mais déjà, le gouvernement est sous le leadership du Premier ministre. Est-ce qu'on peut parler de bilan? Bon, le bilan, je ne vais pas le qualifier, mais ce que je peux parler de certains faits. En parlant du bilan de la transition, je remonte de 2020 à maintenant. Ce qui a été fait. D'abord, je parlerai sur le plan de l'éducation. C'est important. Au plan de l'éducation, on peut dire aujourd'hui, on est habitué à un phénomène qui n'existe plus quand même. C'est la fuite des sujets, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Dans les concours, des concours qu'on annule parce qu'il y a eu des fraudes, etc. Et on les reprend. Et des examens où on n'entend plus parler de fuite des sujets, ça c'est rare, ça c'est important. L'autre sujet qui est important, c'est au niveau de la défense. On avait une armée qui fuyait le front, repli tactique, etc. On avait une armée qui n'était pas présente sur l'ensemble des capitales régionales. Aujourd'hui, incontestablement, on a une armée forte. On a une armée puissante qui est présente un peu partout et qui ne fait plus de repli tactique, mais qui avance, qui traque. Aujourd'hui, la débandade, c'est de l'autre côté. Il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas 4 ans, les militaires, au Burkina, la moto la plus rapide était baptisée Fama. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a eu des avancées importantes à ce niveau.
Aujourd'hui, quand on regarde également les stades qui sont rénovés, c'est vrai que c'est des stades construits par le régime démocratique, hein, qu'ils insultent très souvent, mais qui ont été rénovés, qui ont été mis au top. Ça, c'est des avancées très considérables. Maintenant, il y a d'autres plans. Hein, il y a d'autres plans. Oui. La remise en cause de l'accord dit d'Alger, l'accord issu du processus de paix. Cet accord, la remise en cause de cet accord, pour moi, c'est un acquis extrêmement important. Cet accord reste pour moi un accord fratricide, concocté à Paris, paraphé à Alger, signé à Bamako, pour reprendre les termes de ton ami. Donc, vraiment, donc c'est des choses importantes, la révision de la Constitution. Ça, c'est quelque chose qui a piétiné depuis 1994-92. On a cherché depuis sous Alpha à réviser cette Constitution. Avec ATT, Ante Abana, moi-même je faisais partie parce qu'on le soupçonnait d'aller vers un troisième mandat. Avec Ibeka qui a tenté, ça n'a pas marché. Tous ceux qui se sont succédés depuis Alpha ont tenté. Il a fallu eux pour que finalement on rentre vers la 4e République. Donc il y a eu des acquis, il y a eu des choses, mais il y a des problèmes. Les problèmes aujourd'hui, on peut dire, au niveau économique, incontestablement, il y a des soucis, il y a beaucoup de choses à faire. Là, à ce niveau, moi je dirais il y a un échec. C'est là où vraiment il y a des inquiétudes profondes. Moi je suis cadre de banque. Or, quand on regarde le secteur privé qui est en train de mourir, on n'est pas du tout en train d'appuyer le secteur privé. Les industriels, il y a les fuites des capitaux. Au point que le CENTIF d'Abidjan a saisi le CENTIF du Mali pour dire attention. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de flux qui vont aujourd'hui à Abidjan. Il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui amène tout ça? Les investisseurs qui sont en train de fuir, les investisseurs nationaux qui sont en train d'aller investir en Côte d'Ivoire, les projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez les 50, en tout cas les 40%, c'est des Maliens. Au Sénégal, c'est la même chose. Donc il faut à un moment donné qu'on rassure le secteur privé. Moi, je suis du secteur privé, je suis des banques et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de DAT qu'on est en train de casser, les dépôts à terme. Et seul Dieu sait où vont ces dépôts à terme. C'est pour cela souvent il y a des saisies à l'aéroport. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'il faut qu'on regarde. Et il faut rassurer les opérateurs économiques. Sinon ça va entraîner un chaos. Il faut les rassurer. Surtout quand on prend un opérateur économique, on le met en prison, 2 opérateurs, le président de la chambre de commerce. Les autres vont se dire, ah, Naman Yereta, avec Etienne. Donc il y a tout ça qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui et qu'on corrige. Sur le plan économique, il y a des choses à faire. Le bilan n'est pas bon sur le plan économique. Sur le plan économique, moi je dirais qu'il n'est pas bon du tout. Il faut qu'on retravaille le plan économique. D'accord. Oui, parlons maintenant du président lui-même, le président de la transition. Et certains estiment qu'on n'est plus dans une transition, on est dans un régime de fait. 4 ans, c'est déjà un mandat au Ghana et même aux États-Unis d'Amérique. Pour vous, la transition doit-elle continuer? Oui. Parce que pour vous, vous dites clairement que... Non, j'ai dit clairement qu'il faut qu'on sorte de la transition. D'accord. Il faut qu'on aille vers les élections. Et je l'ai dit, et c'est ce qui a été repris. Et je l'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas parlé au nom de l'INTM. Pas du tout. J'ai parlé à mon intime conviction. S'il le faut, il faut que le président Assimi se présente. Et je vais dire les raisons. C'est simple, c'est objectif. Mettons-nous tous à la place d'Assimi. Après avoir sacrifié tout. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'est pas candidat, il va finir à la CPI. Et pas que lui. Les 5 colonels risquent de finir à la CPI. Compte tenu de leur position vis-à-vis de l'Occident. Il suffit que quelqu'un vienne, qui change la donne, pour qu'ils aillent tous à la CPI. Et les exemples, on n'en finit pas. Moussa Dadis, il a été jugé, condamné. Amadou Aya, ça c'est en République du Mali. On a vu comment tout son clan est terminé. On a vu partout ailleurs où il y a eu des cas comme ça. Après, quand ce n'est pas l'Occident qui a organisé le coup d'État, tu es mort. Il y a 2 types de coups d'État pour moi. Il y a le coup d'État révolutionnaire, j'ai l'habitude de le dire, et le coup d'État réactionnaire. Les coups d'État réactionnaires, ce sont les coups d'État organisés par l'Occident.
Eux, on ne les appelle pas putschistes, on ne les appelle pas gente, on les appelle présidents. Au Gabon, c'est le président du Gabon. Idriss Itno, le fils d'Ébi, jusqu'à un moment, c'est le président d'Ébi. Dès qu'il a commencé à tourner la veste, on commence à changer son qualificatif. Pour moi, les choses sont très claires. Damiba, qui était au Burkina, c'était le président Damiba, on ne l'a jamais appelé putschiste. Il a suffi qu'un autre vienne, qu'eux-mêmes n'ont pas coaché, pour qu'on l'appelle gente, etc. Ma position est très claire par rapport à l'Occident. Je crois que c'est dû peut-être à ma formation, peut-être qu'elle a été trop abusée pour un fils du PMT, petit-fils du PMT, Parti malien du travail. La fibre, souveraineté, etc., on nous l'a enseigné depuis à bas âge. Ce qui fait que, face à l'impérialisme, nous sommes capables d'aller vers n'importe quel sacrifice. Et c'est ce que je salue dans cette transition. C'est ce courage, même si c'est décrié. Et c'est normal, parce qu'il y a des chemins qu'on emprunte qui ne sont pas forcément les chemins de tout le monde. Mais ça reste un point fort aujourd'hui au niveau de la transition. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'il se présente. Parce que le fils d'Ébi s'est présenté, il n'a même pas démissionné de l'armée. Au Gabon, il s'apprête à se présenter. En Guinée, il s'apprête à se présenter. Et ils peuvent se présenter, c'est des putschistes. Mais nous, au nom d'une charte, exactement comme l'accord d'Alger, la charte elle a été rédigée ici certainement, mais c'est des conclusions du Ghana, de la rencontre du Ghana, où on leur a imposé. On dit d'accord, on va vous accepter, 1 an, 18 mois, etc., à condition que vous allez mettre dans la charte. Je suis naturellement contre tout ce qui est dicté de l'extérieur. Je suis naturellement contre. C'est pour cela que moi j'ai fait fi de la charte. Et ça, c'est personnel. L'INTM, si elle doit prendre une position, la voie la plus autorisée, c'est le secrétaire général Yacouba Katile, et c'est par un communiqué. Mais je suis quelqu'un qui dit mes convictions. Oui, oui, vous dites vos convictions, et puis vous estimez clairement qu'il faut sortir, il faut triompher de l'impérialisme, et il faut dire non, vous l'avez dit, à l'Occident. Mais est-ce qu'ils sont nombreux aussi qui estiment que cette voie n'est pas une voie révolutionnaire? Vous avez même parlé de réactionnaire. Certains estiment qu'on n'est pas dans une révolution, on est pratiquement dans une propagande bien orchestrée. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même sous le coup ou sous le charme de cette propagande? Je crois que c'était simple pour eux, les 5 colonels, d'accepter les injections de la France, d'accepter toutes les conditions posées par la France et de se maintenir au pouvoir pendant 20 ans ou 30 ans avec l'appui des Français. C'était très simple pour eux. Ils s'entendaient avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas de problème, on conserve l'accord d'Alger. On va accepter tout ce que vous mettez dans l'accord, on va l'appliquer textuellement. Ils se mettaient d'accord avec Emmanuel Macron pour dire que dis-nous le Premier ministre que tu veux qu'on choisisse, on le met. Ils se mettaient d'accord avec Emmanuel Macron pour dire même on organise les élections, mais à condition on revient, ou on se maintient. Macron, la France allait tout valider. Pour moi, c'est au-delà de la propagande. Si c'était de la propagande, moi, à leur place, c'était simple. Au lieu de faire tout ça, j'ai fait comme Doumbia a fait en Guinée. Doumbia, là, on ne parle pas d'élection. Et même si on parle d'élection, c'est simple pour lui. Il va revenir aux élections. Donc, quand c'est eux, tout est permis. Pour vous, c'est véritablement pour moi, le fruit, le résultat d'une conviction. Pour moi, pourquoi ce n'est pas une propagande? Oui. C'est les actes posés. Moi, je juge toujours par les actes. Moi, mon rêve, je me demandais quand est-ce que la ministre va quitter notre pays. Je sais, par ma formation, j'ai fait diplomatie à l'ENA d'Algérie. Je n'ai étudié que les OMP, les opérations de maintien de paix, à travers le pays. Pour qu'ils quittent un pays, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, ils ne quittent jamais. Ils créent toujours des problèmes pour rester. Dès qu'ils ont mis pied au Mali, mon souci, quand est-ce qu'ils vont partir? Ajoutez à ça les forces étrangères qui étaient venues. Quand est-ce qu'ils allaient quitter? Si vous suivez une de mes interventions dans les années 2014, je me disais, tôt ou tard, les Maliens vont rentrer dans les maquis pour chasser ces gens, parce qu'ils n'iront jamais tant qu'il n'y aura pas une révolution. Mais moi, je voyais la révolution comme on appelle ces pays asiatiques,
Ho Chi Minh. Comme Ho Chi Minh et le général Diap l'ont fait. Je voyais ça comme ça parce que je me disais qu'il allait y avoir beaucoup de sang versé pour que ces gens quittent notre territoire. Si moi j'ai des gens qui ne versent aucune goutte de sang, qui les chassent, mais je suis le plus heureux. Pour moi, ce n'est pas dans l'émotion, mais un pays, c'est vraiment ces hommes, ces militaires, c'est eux qui doivent veiller sur leur pays, c'est eux qui doivent veiller sur leurs institutions. Et c'est comme ça que ça se passe. On peut se trouver des partenaires. Même le fait de dire qu'on a changé de maître, moi je ne suis pas d'accord. Le maître de l'autre côté, lui, il donne des injections. Vous ne pouvez pas quitter ici. On était bloqué à Kidal. On ne pouvait même pas rentrer. C'était des injonctions du maître. Le maître dit, vous ne pouvez pas quitter ici, vous pouvez y aller ici, vous ne pouvez pas y aller ici. Le nouveau qu'on qualifie de maître, lui, c'est un partenaire. Lui, il dit, je te soutiens, mais bon, on discute des conditions. Tu donnes combien? Tu es d'accord, tu donnes, tu n'es pas d'accord, lui, il va. Et puis, lui, il meurt avec toi. À Tinzawaten, on est morts ensemble. Partout où nos militaires sont morts, on meurt ensemble. Ça veut dire qu'on se bat ensemble. C'est nous qui les dirigeons. C'est nous qui les disons, on veut aller là, on va ensemble. Mais l'autre, il va sans toi. Et il te dit, tu ne bouges pas d'ici. Et c'est lui qui te dit, bon, l'autre là, tu ne peux pas aller cet endroit-là. Chez toi, dans ta maison. Ah, ça c'est gros, Mohamed Ali. Et ça, c'est des choses qui révoltent. D'accord. Oui, donc pour vous, pour toutes ces raisons, vous estimez que le pouvoir de transition doit rester même après l'élection, c'est ça? Parce que ce n'est plus. Quand vous parlez d'élection, vous dites que le pouvoir de la transition doit rester après les élections. La transition prend fin après les élections. Oui, mais maintenant, après les élections, on va vers un pouvoir légitime. Okay. Maintenant, ce que moi j'ai dit, c'est que s'il le faut, il faut que le président Assimi se présente. Okay. Parce que moi, si je suis là, si je ne peux pas me présenter, c'est pour cela que j'ai parlé d'objectivité. Je ne vais jamais organiser les élections. Parce que si j'organise les élections et que je ne peux pas me présenter, je vais finir à la CPI, où on va me liquider. Et personne ne va choisir cette voie au nom d'une élection. Donc la meilleure façon pour qu'on sorte de cette transition, c'est de l'autoriser à se présenter. Qu'il se présente, qu'il gagne même les élections s'il le faut, et qu'on sorte de ça. Qu'on fasse participer tous ceux qui veulent participer aux élections, que tout le monde participe. Okay. Maintenant, il gagne, au moins on aura à composer avec les civils, avec tout le monde, avec des technocrates, et on sort de la transition. Et on relance l'économie. Au moins, on ne va plus nous appeler gente, on ne va plus nous appeler putschistes. Oui, est-ce que vous serez peut-être dans son équipe de campagne, peut-être pour porter la voix, pour dire véritablement peut-être que le pays retrouve sa voix? Bon, je ne dirais pas dans son équipe de campagne, parce que là déjà, ce que j'ai dit, c'est une position ferme. Okay. Par votre position, ça n'a rien à voir Maintenant, avec... l'équipe de campagne, c'est un autre sujet. Oui. Mais c'est votre candidat, s'il se présente. Au regard de ce que vous venez de dire. En tout cas, je souhaite qu'il se présente pour qu'on sorte de ça. Je souhaite qu'on se présente. En tout cas, si c'est lui contre certaines personnes, je le préfère 10 000 fois. Voilà. Oui, mais sauf que certains peuvent dire que vous aimez le président, mais vous tirez aussi à boulet rouge sur le Premier ministre. Est-ce que vous aussi, vous ne fragilisez pas l'action des autorités dans ce sens-là? J'ai dit ce que je pense. Je ne tire pas de boulet rouge contre le Premier ministre. Je l'ai dit, pour moi, il est arrivé par infraction. Moi, je ne peux pas comprendre un homme qui insulte, qui attaque tout le monde. Au fait, je suis dans une position où je réponds à quelqu'un qui attaque tout le monde. Il attaque les partis politiques. Il jette l'opprobre sur lui-même. Il attaque même ses bienfaiteurs. Quand je dis ses bienfaiteurs, Assimi, c'est son bienfaiteur et je vais le dire pourquoi. C'est lui qui le dit. Il dit que si ce n'est pas Assimi, personne ne voulait de lui comme Premier ministre. Comment un homme d'une certaine hauteur qui peut venir essayer... au Mali, on n'aime pas les fitroualés, comme on le dit. Il faut être toujours reconnaissant à ton bienfaiteur dans la vie. Au Mali, on tient beaucoup à ces vertus. D'abord, il l'a insulté avant, colonel de Salon. C'est un colonel. Il était dans la lutte politique. Bon, analyse politique. Moi, je veux une certaine cohérence dans la politique. Okay. Si c'est ça la politique, je ne ferai jamais la politique. Okay. Si c'est ça, si c'est le choguelisme, la politique, que Dieu me garde de faire la politique. Poignarder des gens dans le dos, dire de méchanceté sur des gens qui m'ont fait du bien.
que j'ai reconnu. Il dit que quand il était dans sa maladie, dans le coma, c'est Assimi qui la soutra, comme il le dit. Et il sort avant-hier tout près, en train de vilipender de façon indirecte, de façon très tordue. Je l'ai dit, le fonds de souveraineté, la question je la repose, c'est fait pourquoi? Le fonds de souveraineté, ce n'est pas le salaire du président. Le salaire du président, c'est son salaire, je crois que c'est 4 ou 5 millions par mois. 4 millions par mois. Oui, 4, ouais. Les 150 millions dont on parle, ce n'est pas le salaire du président. Les 150 millions, c'est le fonds de souveraineté et ça existe dans tous les pays du monde. Et le montant du Mali est le montant le plus dérisoire. C'est fait pour répondre aux besoins sociaux non budgétisés du président. Le président se déplace, il va à Gao, il trouve qu'il y a des inondations, ou bien il trouve qu'il y a un besoin de forage, etc. Il le fait. Le fonds de souveraineté sert à ça. Et lui, son fonds de souveraineté, c'est 75 millions. Je reviens à la question. Qu'est-ce qu'il en fait? Le fonds de souveraineté d'un chef d'institution. Oui. Il y en a qui n'ont jamais touché. Le professeur Alioune Diallo. 10 ans président de l'Assemblée nationale, il n'a jamais touché au fonds de souveraineté. Jamais. Ça, c'est de la bouche de Soumaïla Cissé. Donc, il y en a qui ont fait le choix de ne jamais toucher pour qu'on ne dise même pas qu'ils l'ont touché ou qu'ils en ont fait autre chose. Il y en a pour répondre aux besoins sociaux des populations qui les utilisent pour cela. Donc, dire qu'un président qui fait des forages, etc., si aux États-Unis on n'en fait pas, c'est parce qu'aux États-Unis on n'a pas besoin de forage. Mais le président des États-Unis, il utilise son fonds de souveraineté pour autre chose, pour les populations américaines. Voilà, il y a des sujets souvent, des tacles souvent, que je ne comprends pas chez l'homme. Et pour moi, il est vraiment lunatique. Il se contredit. Il dit des choses et leur contraire. Il s'attaque aux partis politiques, il s'attaque enfin, à tout le monde, au M5, qu'il a divisé. Il y a un problème. Il y a un problème. Incontestablement, il y a un problème. Oui, sinon, je ne m'attaque pas à lui, je m'en tiens au fait. D'accord, parlons de la diplomatie. Hein. Vous dites clairement que vous avez fait l'ENA d'Alger. Aujourd'hui, notre diplomatie, certains trouvent qu'on a une diplomatie agressive, même certains qualifient même notre diplomatie de diplomatie informelle, là, qui tire aussi sur tout le monde, qui tire sur tout ce qui bouge. Est-ce que c'est ça aussi la diplomatie, non? La diplomatie, c'est un tout. C'est l'art de défendre les intérêts de son pays par tous les moyens. Maintenant, moi je n'appelle pas ça une diplomatie agressive. J'appelle ça une diplomatie qui veille sur le principe de réciprocité. Et ça manquait au Mali. Et à beaucoup de pays africains. Tu me fais ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'applique la même chose chez moi. C'est ce qu'on qualifie autrement. Et l'Ukraine, le comportement de l'Ukraine. Dans d'autres situations, on allait avoir une diplomatie qui allait caresser dans le sens des poils. Or, on est agressé par l'Ukraine, qui l'a dit ouvertement, à travers son ambassadeur. La question que je vais poser, entre nous, notre diplomatie, et les diplomates ukrainiens, qui dit ouvertement, nous soutenons des terroristes dans le Sahel pour combattre les Russes. Lequel est plus agressif? Nous, on a seulement dit rupture des relations diplomatiques avec un État qui nous agresse. Terminé. On ne travaillera plus avec cet État. Si ça, c'est agressif, mais c'est bienvenu. Si notre ambassadeur est renvoyé et que nous aussi on renvoie l'ambassadeur de l'autre, c'est de bonne guerre. Ça va amener l'autre à réfléchir et à se dire, bon, il y a un principe de réciprocité dans un autre pays africain et je dois faire extrêmement attention. Okay. Voilà. Tu manques du respect à mes citoyens chez toi, je manque du respect à tes citoyens chez moi. Okay. Ça va permettre à tous les Maliens d'être respectés désormais. D'accord. Tekendia Fakoli, que vous connaissez certainement, certainement que vous avez vu dans votre adolescence, à danser sous le rythme, certainement, de ce grand chanteur ivoirien, Rekeman Tekendia Fakoli. Il dit dans une de ses chansons qui fait polémique, que dans l'AIS, soit, si vous critiquez un peu, il a même ajouté un peu, soit c'est la prison ou le front. Certains ont dit qu'il a même omis d'ajouter l'exil pour certains. Est-ce que pour vous, tout ça inaugure de belles perspectives pour le pays?
Bon, c'est un chanteur. Au nom de la qui révolution, touche vous dites que c'est. au nom de la Est-ce qu'on a révolution. des. Hein, c'est la révolution ou bien c'est. Hmm? C'est on est bien dans la révolution. Je Dans la dirais qu'on est dans la révolution. Ok, allez-y. Mais Oui, je vais vous allez-y. dire, hein, Oui. pour avoir étudié en Algérie, vous savez, en Algérie, il y a ce qu'on appelle les harkis et les moudjahidines. Les harkis, c'est eux qui soutenaient la position que la France reste et que l'Algérie reste sous les jours de la France. Les moudjahidines, c'est eux qui combattaient, qui disaient qu'il faut que les Français partent. Et aujourd'hui, les enfants des harkis, ils sont traités, leurs petits-fils sont traités autrement. Et les moudjahidines, aujourd'hui, jusqu'ici, c'est que des moudjahidines qui dirigeaient. En France, il y avait ceux qui étaient de Gaulle, il y avait les Pétains, les pétainistes. Pétain pensait à la France quand il faisait la reddition et tout ça. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas la France, mais il n'avait pas le courage de faire ce que De Gaulle a fait. Et les pétainistes et leurs fils arrière-petits-fils, il y en a beaucoup qui continuent à raser les murs, qui ne sont pas fiers. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'ils n'aimaient pas le pays. Au fait, c'est pour cela que j'ai dit, tout est une question de conviction. Et pour moi, nous devrions continuer à aller vers la marche. Elle sera difficile. Les marches seront très hautes, très difficiles. Mais il nous faut continuer dans ce qu'on est en train de faire. Et je suis convaincu, peut-être je suis un idéaliste, je suis convaincu que le meilleur est devant. Je l'ai dit parce que l'Algérie, le premier né en Algérie, qui n'a jamais vécu la guerre d'Algérie, à partir de 5 ans, il te décrit la guerre d'Algérie comme s'il l'a vécu. Donc, on est obligé de nous battre. Et pour moi, le pire pour le Mali, c'est de faire un recul en arrière. Je suis de ces gens qui pensent qu'une puissance coloniale restera toujours une puissance coloniale. Vous avez beau faire des compromis, accepter, il ne verra en toi que le colonisé et lui le colonisateur de tout le temps. Oui, d'accord. Donc, à un moment donné, moi, dans ma ferme conviction, si l'Afrique ne tourne pas la page de la France-Afrique, si on n'accepte pas de s'assumer et de tourner totalement et définitivement la page de la France-Afrique, nous resterons éternellement des esclaves. C'est comme cet esclave, comme disait Thomas Sankara, qui recouvre la liberté, qui part, qui n'a pas connu les conditions, qui n'a pas l'habitude de se battre pour avoir sa subsistance et qui revient voir le maître et qui dit vraiment, la liberté coûte trop cher, je préfère que tu m'enchaînes et tu me donnes à manger. Que Dieu nous garde de revenir à ça. Oui, l'actu, c'est aussi cette sortie, cette visite du Premier ministre Ousmane Sonko qui a dit que, je cite, il nous demande par rapport à l'AES, il dit de ne pas traiter certaines questions avec émotion, il nous demande de sortir de l'émotion. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'émotion ce soir? Non, j'ai dit encore une fois, c'est une pensée qui ne date pas d'hier. J'ai fait des marches. Quand je vais ramener Choguel, quand il défendait la France, moi j'étais dans le rue pour dire il faut que la France quitte le Mali. Ça ne date pas de maintenant. Ce n'est pas un combat que vous avez commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé maintenant. En 2014, quand le Premier ministre Moussa Mara était allé à Kidal, j'ai fait un écrit, une lettre ouverte à François Hollande pour dire si la France ne prend pas garde, elle perdra définitivement le Mali. Ça existe. Sur Google, il suffit de taper, on retrouve cette lettre. Et dans cette lettre, je suis allé jusqu'à dire, diable, pourquoi vous voulez coûte que coûte venir nous aider? Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, votre présence, pourquoi? Coûte que coûte votre présence. Donc ça ne date pas de maintenant. Donc, je ne suis pas dans l'émotion. Votre ligne n'a jamais bougé. Ça n'a jamais varié. Ça n'a jamais varié. Et c'est pour cela que je suis à l'aise avec ce qui s'est fait. Ce n'est ni, encore une fois, Asmi, je ne le connais pas. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est récemment. Ceux que je connais parmi eux, c'est ceux avec qui j'ai cheminé un moment à l'école. Docteur Abdoulaye Maïga, le ministre d'État. On s'est connus en Algérie. On s'est côtoyés. On se connaît très bien. J'ai connu certains d'entre eux. Le colonel Moussa Sangaré, depuis à bas âge, depuis le premier cycle, on a fait
tous les premiers cycles ensemble avant qu'il n'aille aux Britanniques. Je partais le rendre visite. À part ces gens, et le président du CNT, Malik Diaw, que j'ai connu avant, et certains d'entre eux que j'ai croisés avant, mais il n'y avait pas d'affinité. À part ceci, Assimi, je ne l'avais jamais croisé auparavant, même si je l'avais croisé, je ne me souviens pas. Hein. Mais je me dis, c'est un combat générationnel. Nous sommes dans une génération et nous devrons faire extrêmement attention pour ne pas échouer. Si il a dit que s'il échoue, la jeunesse a échoué, moi je dis, s'il échoue, c'est le Mali qui échoue. Il est obligé de réussir. Et la meilleure façon pour qu'il le réussisse, c'est de l'accompagner, c'est la base de la vérité. Mais on dit que la jeunesse, qui dit que c'est la jeunesse qui échoue, c'est cette jeunesse qui est en prison. Des jeunes qui aussi sont révolutionnaires, qui ont des idées révolutionnaires, qui aujourd'hui sont en prison. C'est aussi le cri de cœur de certains Maliens. Non, pour moi, pour ces convictions, on ne doit pas aller en prison. Ça, c'est certain. On m'a formaté sur ça. Et c'est pour cela que j'ai dit, les lignes rouges que nous nous sommes tracées au niveau même de l'INTN, c'est la liberté fondamentale. Nous sommes les acteurs du mouvement démocratique. Et c'est pour cela que quand le mouvement démocratique est insulté, nous nous sentons visés. Nous sommes des acteurs de la liberté, acquise dans la douleur, dans le sang. Nous sommes même les acteurs de l'indépendance. On a l'habitude de le dire. Il y a eu plus de syndicalistes en prison, tués, que d'hommes politiques au moment des indépendances. Et la même chose, en 1991, il a fallu que l'INTM s'invite pour qu'on arrête les fusions et que les libertés puissent être retrouvées. Et pour ces libertés, nous devrions être toujours prêts à nous battre. Et je l'ai dit aussi, nous devrions être désormais prêts pour combattre toute forme de prise de pouvoir par la force. Et que désormais, que l'expression du peuple demeure dans le cadre dans le cadre de la conquête du pouvoir, etc. Que ce soit le peuple qui choisit ses dirigeants, mais que le peuple choisisse bien. Et c'est nous qui devrons être les remparts également contre tout ce qui est mauvaise gouvernance pour éviter désormais à notre pays des coups d'État répétitifs et qu'il y ait une stabilité dans les D'accord. Oui, dernière question, on est pratiquement à la fin de l'émission. Amadouba, syndicaliste, aujourd'hui, vous prenez la parole avec courage dans l'espace public. Est-ce que vous allez franchir le pas de syndicaliste, vous allez rentrer dans le marigot politique, certainement. Est-ce que ce n'est pas exclu? Je tiens à le dire, aujourd'hui, je ne serai ni candidat aux élections communales, ni aux élections législatives, ni aux élections sénatoriales, ni aux élections présidentielles. Ce n'est pas du tout mon ambition. Pas aujourd'hui, mais pas demain. Pas maintenant. Non, je ne dis pas pour l'élection qui arrive, mais peut-être pour le futur, on ne sait jamais. Là aussi, je vais vous répondre. La frontière entre le syndicalisme et la politique ne tient que d'un petit bout de fil. Les plus grands hommes politiques ont été des syndicalistes. Tous. Les Abdraman Baba Touré, que vous avez connu. Les Karambé, que vous avez connu. Je vais au-delà du Mali. Le Lula, tous ces gens, c'était des syndicalistes. Donc, le pas entre la politique et le syndicalisme ne tient que d'un bout de fil. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise dans ce que je fais. La défense des droits des travailleurs et la défense de nos entreprises. Aujourd'hui et demain, vous allez le franchir ce pas-là? Demain, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt.